Bonjour et bienvenue, c'est Jean-Philippe Sportiche qui vous parle. Alors, vous savez, cet article sur le MLM que j'ai intitulé La vérité sur le MLM sans vomir, il est certes un petit peu long, mais parce que je souhaitais vous proposer un article de fond. Donc je sais que pour beaucoup de gens, c'est difficile de tout lire. Alors, ce qui va les aider, et je pense à eux en particulier, c'est de m'écouter, c'est d'écouter un podcast qui sera sans doute un petit peu plus confortable pour prendre connaissance du contenu de cet article. Et puis, avant de démarrer, j'aimerais vous dire aussi que j'ai créé pour vous un pack spécial qui s'intitule Qu'est-ce que le MLM ? Comprendre le MLM, et qui s'adresse en fait à des personnes qui réfléchissent à se lancer en MLM. Donc c'est fait pour vos prospects qui sont dans une certaine réflexion, et ça va probablement les aider. Donc profitez-en, je vous l'offre. Voilà, s'il y a des vidéos, il y a beaucoup de choses dedans. Alors on va démarrer, et j'aimerais vous dire que c'est un article évidemment destiné à ceux qui découvrent pour la première fois le business model du MLM. Il sera donc utile également aux marketeurs de réseau qui sont confirmés, qui veulent informer leurs prospects sur les réalités de cette profession. Alors, si certains ont peine à imaginer la légalité ou la rentabilité du métier, si quelques-uns ne savent rien faire d'autre que pester pour tuer des projets comme ils tirent sur des canards en plein vol, ceux qui suivent s'adressent aussi à eux. Bref, vous voilà embarqués dans l'exploration d'un sujet qui, s'il n'était pas mal compris, je peux vous le dire, j'en suis persuadé, créerait 2 à 3 fois plus d'emplois. Alors, est-ce que j'endosse le rôle de l'avocat dans cette affaire ? Oui, mes fonctions intellectuelles auront du mal en effet à être totalement objectives, puisqu'après tout, j'exerce dans ce métier-là depuis 2008. Alors, ne grincez pas trop des dents, mon boulot sera de vous épargner de me traiter de prétentieux, de vaurien, de nullard, de dangereux psychopathe qui ne s'intéresse qu'à enrôler les gens dans ses combines. Pas question pour moi d'abandonner la fidélité aux faits, rien que les faits, je le jure, votre honneur. Cet exposé accorde donc une grande place à la référenciation, d'où les notes en bas d'article. Alors, afin de faire place nette à une vision globale du marketing de réseau, cet article est délibérément long. Alors, premièrement, à propos du vocabulaire, de la terminologie, et pas dire des gros mots. Alors, certains mots se chargent d'un tel potentiel d'empoignade qui sont vraiment faits pour la guerre. Prenez les termes argent, business, vendeur, réussir. Ça vous prend voracement les tripes, tout sanglant de l'envie de vous en coller une. Je veux dire que si par malheur vous avez l'occasion de prononcer ces termes vis-à-vis de certaines personnes, c'est ce qui se passe. Elles ont envie de vous empoigner. Alors c'est fou l'agressivité qu'un simple mot peut produire. Je crois que les mots ont une énergie, dégagent une vibration, déclenchent des émotions. Tout l'art consiste à leur rendre leur poids de vérité pour ne jamais en employer un pour un autre, et surtout pour garder son calme. Alors MLM s'invite ainsi aussi à la fête des mots qui fâchent. Il s'ensuit que certaines personnes sont difficiles d'accès. J'avoue que moi j'ai cessé d'approcher par exemple les agents commerciaux. Ils ne peuvent se résoudre à entendre parler de marketing de réseau, c'est impossible. Alors oui, je sais, certains agents commerciaux, on va pas faire une généralité. Mais je vais vous dire, si nous étions en plein Moyen-Âge, ces agents-là, je les vois bien se précipiter à l'office du dimanche, se jeter bras en croix sur le sol et prier « Sainte Marie, Mère de Dieu, délivrez-moi de Jean-Philippe Sportiche qui cherche à m'enfourner dans son projet MLM ». Un croyant reste un croyant, impossible de l'inviter à joindre la modernité. Et le fait est que la commercialisation en réseau n'a jamais été aussi actuelle. Les banques, les chaînes de magasins, les créateurs de franchises commerciales, Internet et j'en passe, fonctionnent en réseau. La marque Tupperware, qui fait 2 milliards de chiffre d'affaires, qui se dispense d'ailleurs de faire de la publicité depuis toujours, doit son succès à la maîtrise des réseaux relationnels. Donc, nous avons un premier mot-clé, c'est réseau. La plupart des succès professionnels sont redevables à la capacité de travailler en réseau. Les gens riches recherchent et construisent des réseaux, alors que les autres cherchent un travail. C'est ce que nous dit Robert Kiyosaki. Ce qui domine est la pratique du bouche-à-oreille comme un instrument de commercialisation. Ce savoir-faire trouve dans le monde des affaires un parfait terrain de jeu, c'est-à-dire la vente directe. Alors pitié, ne le confondez pas avec le marketing direct. La vente directe,
c'est caractérisé par la présence physique effective d'un consommateur et d'un vendeur hors d'un magasin. Au contraire, l'absence de la personne physique du vendeur dans un acte commercial a lieu dans la vente à distance. Dans le marketing direct, il y a cette idée qu'il est possible de toucher un client sans passer par un vendeur ni par un magasin physique. Le marketing Internet, le marketing en ligne, s'est beaucoup d'ailleurs nourri des problématiques et des techniques de la vente par correspondance, qu'on appelle la VPC, un autre terme. Et cela étant, je dois le dire, la digitalisation de la vente directe rendra de plus en plus floue la frontière avec le marketing direct, c'est clair. Quoi qu'il en soit, les sociétés de vente directe ont recours à des millions de distributeurs indépendants dans le monde et non à des lettres de vente qui font peu ou prou le même travail. Alors c'était fatal qu'en France, une exigence de conformité juridique vit le jour. Ces travailleurs indépendants d'un nouveau genre bénéficient d'un statut un peu mi-figue mi-raisin, qui est le statut VDI, vendeur à domicile indépendant. Alors assimiler les salariés du point de vue de la sécurité sociale et travailleurs indépendants pour le code du commerce, le VDI est un entrepreneur dont les charges sociales sont payées par la société qu'il représente. C'est unique au monde. Hélas, toutes les sociétés ne proposent pas le statut VDI. Si vous n'en bénéficiez pas, vous êtes tenu de vous inscrire quelque part. Quand je dis quelque part, c'est un registre professionnel pour exercer légalement. En général, auto-entrepreneur est la forme juridique la plus souvent adoptée. En 1966, un peu habité par des exigences éthiques, la profession s'est organisée avec la création d'une instance représentative des sociétés de vente directe. En 2003, cette fédération a notamment contribué à la création d'une norme NF, Service Vente Directe. Cette fédération, la Fédération de la Vente Directe, la FVD, un autre terme, regroupe deux catégories d'entreprises selon la forme de rémunération qu'on choisit. Alors, il est utile de rester attentif à la possibilité ou pas de créer des équipes de distributeurs. Certaines entreprises rétribuent leurs distributeurs uniquement sur leur volume de vente. Et c'est tout. Il n'y a pas de possibilité vraiment de gagner de l'argent en recrutant d'autres personnes. Ça, je dirais, c'est un premier type de catégorie d'entreprise. Par contre, d'autres entreprises délèguent le recrutement à leurs distributeurs, ce qui constitue une source de revenus en plus. Et dans ce cas, vous créez, organisez et animez vos propres équipes de vente. Il s'agit là d'un système rigoureux de parrainage qui vous rémunère sur les ventes de vos filleuls. Quant à ces filleuls, c'est la marque que vous représentez qui les paye, fort heureusement. Ce qui caractérise le MLM, le multi-level marketing, comme disent nos amis anglo-saxons, c'est l'égalité des droits entre tous les membres d'un réseau, et en l'occurrence entre vos filleuls et vous-même. Vos prérogatives, ils les ont également. Vous pouvez recruter, ils le peuvent tout autant. Vous tirez parti d'une grille de rémunération donnée, eux pareillement. Alors ces dispositions libèrent une énergie dynamique de parrainage qui est très importante. Et le législateur parle d'ailleurs de recrutement en chaîne d'adhérents. Alors, en les empruntant au graphisme des organigrammes, des niveaux, des schémas de niveaux apparaissent. C'est-à-dire que vous avez Jean qui parraine Claire, donc on est à N+1, qui parraine John, on est à N+2 et ainsi de suite. Alors contrairement à une idée reçue, la loi française ne limite pas le nombre de niveaux sur les volumes de vente desquels vous touchez de commissions. Voilà pourquoi on parle de vente multiniveau, de vente en réseau par cooptation, de marketing à paliers multiples, tout ça veut dire la même chose. Le marketing de réseau désigne donc deux types de déploiement des entreprises, comme on vient de le voir, soit avec un marketing de réseau mononiveau, les vendeurs ne se rémunèrent qu'en vendant des produits, pas de possibilité de gagner de l'argent en recrutant d'autres personnes, ou grâce à un multiniveau. Deuxièmement, les origines du secteur. Alors, comment mieux approcher un concept si ce n'est en sondant les origines? Le MLM appartient au secteur de la vente directe. En France, les plus beaux fleurons de l'industrie d'ailleurs sont membres de la fameuse fédération de la vente directe, la FVD. À l'évidence, la vente directe a toujours existé. Il n'y a pas de quoi se poser des questions métaphysiques. Dans toutes les cultures, sur tous les continents, une possession pouvait passer de main en main contre rémunération. Depuis l'Antiquité, les caravanes marchandes voyageaient de ville en ville, de port à port, les marchandises allèrent ensuite de porte à porte et inutile donc de préciser que le démarchage est plus ancien que l'invention de la bougie.
considère que la vente directe a commencé à franchement entrer dans le paysage économique à partir du début des années 30 aux États-Unis. Troisièmement, environnement institutionnel, réglementation, et allons-y, société crapuleuse. Vous savez, les Chinois désignent la France comme le pays des lois. Parce que les codes, les lois, les jurisprudences, ça pleut dans la vie des gens. La vente directe n'échappe pas à ce déluge de textes, y compris le marketing de réseau. Ces activités sont parfaitement réglementées, ce qui nous oblige de nous en tenir à des critères objectifs pour en parler. Le versant juridique pourrait laisser croire à un je ne sais quoi de pyramidal en MLM, mais il n'en est rien à la lumière de ce qui est permis et interdit. C'est vrai qu'il n'est pas simple de lever les suspicions. Faites cette expérience. Demandez autour de vous à au moins 10 personnes si jouer en bourse est légal ou toléré. Eh bien, une proportion significative parmi elles vous répondra c'est toléré. Ils n'ont pas une totale certitude quant au fait que ce soit parfaitement légal. Questionnez-les ensuite sur le délit d'initié. Est-ce que c'est légal ou illégal? Et bien entendu, le délit d'initié, c'est une infraction qui relève d'ailleurs du pénal. Alors, question qui vient juste après, puisque le délit d'initié est une fraude, est-ce que cela entraîne que jouer en bourse est illégal? Vous voyez où ça nous mène. C'est évidemment que non, et puis en même temps, quel secteur d'activité n'a pas sa ligne rouge? Donc, en l'occurrence, la vente pyramidale qui relève du pénal n'implique nullement que le MLM soit frauduleux. Alors, selon mes observations personnelles, 9 personnes sur 10 ne savent pas définir un système pyramidal, ni même faire la distinction, encore moins avec un MLM. La meilleure façon de spécifier le susnommé système pyramidal est d'en montrer les préjudices. Fondamentalement, cela revient à vendre quelque chose qu'on sait ne pas pouvoir livrer. Et encaisser l'argent, évidemment. Dans la pratique, si on peut dire, les fraudeurs s'arrangent pour quand même qu'une petite partie ou une partie de leurs clients reçoivent ce qu'ils ont commandé. C'est une façon de maquiller qu'il y a anguille sous roche. Le tristement célèbre Madoff aux États-Unis, vous savez, qui vendait des placements financiers avec des taux d'intérêt mirobolants. Comme c'est impossible à tenir, les investissements étaient rémunérés par les apports des nouveaux membres, des nouveaux entrants, et non par le marché financier. Le système dure tant que de nouveaux investisseurs entrent et s'effondre dès que le recrutement de nouveaux entrants cesse. Et à cet instant, des centaines de milliers de gens ont tout perdu. Donc une autre façon de comprendre le mécanisme est d'imaginer ce constructeur de maisons individuelles. Supposons qu'il fabrique des résidences secondaires pour 100 000 € de prix de revient. Ça lui coûte, avant qu'il le revende, 100 000 €. Et donc il va les commercialiser, on va dire, à 200 000 € la maison. Donc jusque-là, tout va bien, il a fait une marge. Mais maintenant, imaginons que notre entrepreneur dise à ses clients « je vous vends cette même maison neuve à 50 000 €, soit 4 fois moins que le prix de vente, et 50% en dessous de son prix de revient quand même. En échange de ce prodigieux avantage, son client prend un engagement, parce qu'évidemment c'est un avantage extraordinaire. Il prend un engagement et dit celui de lui apporter un nouveau client. Ce dernier client aussi bénéficiera du même privilège, en contrepartie du même engagement, c'est-à-dire amener un nouveau et futur propriétaire. Donc là on voit bien que chaque client paye la maison d'un autre, mais pas la sienne. Ça s'appelle une chaîne de Ponzi. C'est un pathétique montage déficitaire dès la première vente. Donc, plus ce schéma tarde à s'interrompre, plus les pertes sont colossales. Et dans le cas de notre ami Madoff, quand tout s'est arrêté, il y avait 50 milliards de dettes. Alors, suspecté d'une pareille escroquerie, figurez-vous qu'une célèbre compagnie de MLM aux USA, pour ne pas la nommer Amway, fut traînée devant les tribunaux parce que c'était dans les années 70, parce que on l'a suspecté d'avoir monté une fabuleuse chaîne de Ponzi. Le procès dura quand même 5 ans. Et durant cette période difficile pour l'entreprise, le recrutement de nouveaux distributeurs fut au point mort. C'est normal, une médiatisation calamiteuse à ce point ne plaidait pas en faveur de travailler avec cette compagnie. Or, le chiffre d'affaires d'Amway ne baissa pas durant toutes ces années de contentieux. Les contrôles s'organisaient sous l'inspection de la célèbre Federal Trade Commission et le bilan comptable
présenter des chiffres et des états conformes, ce qui démolissait la théorie de la chaîne de Ponzi, puisque une chaîne de Ponzi, elle accuse toujours une débâcle au moindre essoufflement du recrutement. Donc en 1978, un décret statua qu'Amway n'avait rien d'illégal, mais quand même soumis son activité à un cadre légal de bonne pratique. Le MLM était juridiquement né. Mais il n'y a pas de quoi se rouler par terre en hurlant de joie, car il y a des gens toujours aussi nombreux aujourd'hui pour croire que c'est à tout le moins toléré, mais parfaitement interdit. En octobre 2012, le magazine Que Choisir consacrait un dossier spécial au MLM. Alors, sans entrer dans les détails, les titres de certains articles en disent long. Par exemple, multiniveau ne veut pas dire pyramidal. Autre titre, la vente multiniveau, mode d'emploi. Ou quel statut choisir. Alors d'où vient une telle approbation d'un tel magazine? Eh bien, premièrement, la loi française confirme le décret Amway aux États-Unis. L'article L122-6 du Code de la consommation stipule même une bonne pratique, c'est-à-dire que les sociétés MLM ont l'obligation légale de consentir à une reprise des stocks destinés à la revente durant 12 mois. Donc le distributeur est financièrement sécurisé puisqu'il peut se faire rembourser des stocks qu'il aurait achetés pour démarrer, à condition évidemment qu'il ne les ait pas utilisés, consommés ou je ne sais trop quoi. En tout cas, il faut qu'il les rende dans l'état où il les a achetés. Ensuite, en 2010, la Fédération de la vente directe obtient un accord de soutien du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en vue de créer dans le secteur 100 000 emplois en 3 ans. Pari tenu et réussi, et l'accord fut reconduit en 2013. Presque à la même époque, en 2011, le CREDO, qui est un observatoire économique et social, publie une étude prospective de 190 pages sur les entreprises multiniveaux. Le recrutement en chaîne d'adhérents est décrit, expliqué et même justifié, et au lieu de tordre le cou à ce business model, le rapport précise, j'ouvre les guillemets, c'est ainsi qu'à travers des entretiens réalisés avec les vendeurs de vente directe, nous percevons la grande valorisation que les personnes ont le sentiment d'avoir acquise au travers de leurs activités. Elles ont le sentiment d'avoir progressé dans leurs compétences et qu'elles n'auraient jamais pu atteindre cette évolution dans une activité plus traditionnelle. Je ferme les guillemets. Enfin, depuis 2013, l'Université de Paris-Est-Créteil délivre une licence professionnelle intitulée Marketing et Management de la vente directe, tout un symbole. Alors, fort d'une telle légitimité, d'un souci de l'étayer aussi, les fédérations sont de plus en plus actives, elles se sont multipliées, elles sont mondiales, américaines, européennes et françaises avec la FVD, j'en ai parlé tout à l'heure. Après 10 années d'ailleurs de négociations, la FVD est parvenue à faire inscrire le statut VDI dans le Code du commerce plutôt que dans le Code du travail, parce qu'évidemment il y avait un débat. Le débat tournait autour du fait que il y avait des gens qui voulaient que ce statut VDI rentre dans le Code du travail, et la FVD est parvenue à le faire plutôt inscrire dans le Code du commerce, ce qui confère aux distributeurs un statut hybride, parce qu'ils sont à la fois travailleurs indépendants et en même temps assujettis au régime général de la sécurité sociale. Le monde entier nous envie ce statut, car c'est la société que vous représentez qui règle pour vous les charges sociales, tandis que vous êtes assimilé à un entrepreneur. Alors, pourquoi cette envie autour de vous de hocailleurs et de vous pulvériser quand vous osez parler de MLM? Cette persistante et mauvaise perception provient de 3 problèmes majeurs. Les sociétés fictives dévoilent déjà une première complication. Elles drainent des centaines de milliers de gens roulés dans la farine, n'ayant pas peur des mots. Deuxièmement, les gens ne comprennent pas grand-chose au mécanisme financier de la rétribution et c'est fatal que cela engendre de l'incrédulité. Alors, afin de ne plus paraître bien mystérieux, il faut se rendre compte qu'à la différence d'un système pyramidal et frauduleux, en MLM, les commissions sont toutes incluses dans le prix de vente des produits commercialisés. Par conséquent, tout le monde sera payé, ce qui n'est pas le cas dans un système de Ponzi. Aux USA, la loi est si sévère d'ailleurs sur cette question que avoir un siège social dans ce pays est devenu un critère de bonne moralité. Si donc une entreprise vous approche pour la rejoindre et qu'elle se targue d'une présence internationale, sauf aux États-Unis, c'est pas bon signe. Enfin et troisièmement, il y a les détracteurs et même certains quasi-professionnels. Alors je leur consacre une section entière et un peu plus bas. Et parce qu'il faut quand même se préparer à ce que je pourrais appeler leurs commentaires toxiques.
D'ailleurs, une manière intelligente de gérer l'incompréhension et le rejet est de bien connaître quand même, pas dire que par cœur d'ailleurs, les chiffres concernant le secteur, je pense aux données économiques. Alors quatrièmement, quelles sont ces données économiques et que peut-on dire à propos des rémunérations? Alors arrêtons-nous là-dessus. Rien n'est plus éclairant que les données quantitatives quand elles sont nombreuses et vérifiables. Alors, le blabla habituel sur la liberté financière, avoir une vie de rêve et tutti quanti, bon, tout ça, ça s'efface devant l'arithmétique de la réalité. D'un côté, vous avez les données macroéconomiques et de l'autre, ce que les gens gagnent dans la réalité en moyenne. La commercialisation au réseau cumule un chiffre d'affaires annuel et mondial de près de 180 milliards de dollars et ça augmente tous les ans. Alors c'est pas mal quand même pour un secteur dont on ne parle quasiment pas à la télé. Pour se rendre compte de la valeur de ce constat, il suffit de se fonder sur la comparaison de quelques grands secteurs économiques. L'industrie de la musique, par exemple, aux États-Unis, représente 16 milliards de chiffre d'affaires. Le cinéma totalise 80 milliards. Le marché des produits de luxe dans le monde représente 249 milliards. Vous voyez, c'est pas très cette industrie de commercialisation en réseau, bah voilà, elle a du poids. En France, la commercialisation en réseau atteint environ 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et fournit une activité rémunérée à presque 600 000 personnes. Mais on va quand même accepter ce que j'appelle un bémol, parce que quand on regarde un peu toutes ces données, on s'aperçoit quand même qu'on n'a pas plus de 11 entreprises, à ma connaissance, qui dépassent le milliard de chiffre d'affaires annuel, et dont quelques-unes d'ailleurs sont cotées en bourse. C'est pas énorme, ce qui démontre bien que le développement qu'on voudrait exponentiel de ce business model, ça reste quand même un fantasme. Alors pourquoi seulement 11 sociétés, vous me direz, mais c'est vrai, c'est une bonne question. Là, pour moi, la réponse principale, c'est que ça se mesure au nombre d'ouvrages parus sur le succès des entreprises en général. C'est pas une réponse qui est inhérente au secteur, mais qui est liée à l'absence de professionnalisme confirmé de certaines équipes de direction, pour ne pas dire de pas mal d'équipes de direction. C'est pour ça que, un peu plus bas, je vous donne un certain nombre de critères pour faire pour faire le choix d'un bon projet en MLM, et la société, son professionnalisme est un critère et que moi je range dans les critères éliminatoires. Alors combien gagne-t-on dans ce métier? Bien, la moyenne mondiale de commissions versées aux distributeurs est de l'ordre de 40% du chiffre d'affaires. C'est une moyenne basse d'ailleurs, parce que c'est parfois très au-dessus, ce qui représente 72 milliards de rétributions par an, soit plus de 200 millions par jour de commissions versées à ces distributeurs indépendants. Dans l'industrie du MLM, les distributeurs indépendants sont payés à l'aide d'une grille de rémunération qui est un peu, on va le dire, insaisissable. Alors, je vais m'expliquer là-dessus. Le fait est que vraiment on est sensible à la clarté du contrat classique d'un agent commercial ou à la simplicité des honoraires d'une profession libérale, c'est sûr. Je le dis pour ceux qui pensent que la complexité d'une commission est synonyme d'opacité et donc de tromperie. Mais l'intégrité et la complexité sont conciliables au pied du mur de la logique. Par exemple, comment portraiturer le financier, comment définir le financier qui vous explique tous les détails d'une fusion-acquisition? Parce que les rétributions des uns et des autres dans ce type d'opération, c'est vraiment alambiqué. Voilà, on va pas en conclure que parce que c'est compliqué, c'est opaque ou donc trompeur. Alors, contrairement aux apparences, en MLM, vous ne gagnerez pas plus d'argent au seul motif que vous ayez un plus grand réseau. Parce qu'il y a d'autres critères à satisfaire. Les rétributions sont déhiérarchisées. Alors, entendez par là qu'il existe une égalité de traitement entre tous les membres d'un réseau. Ce qui n'est jamais vrai dans une entreprise traditionnelle, puisque même les conventions collectives imposent l'inégalité des revenus. Une secrétaire ne gagnera jamais autant que son chef de service. Alors en fait de complexité, les plans de rétribution en MLM se protègent de la comparaison coupable avec les chaînes de Ponzi. Du coup, ces sociétés créent des pare-feux anti-pyramidaux et mettent en œuvre ce que moi j'appelle une ingénierie de rémunération, qu'on appelle tout simplement plan de rémunération ou plan de compensation. Et des compétences en statistique sont requises pour élaborer de tels plans de rémunération.
N'importe qui ne peut pas s'improviser, tiens, je vais créer un plan de rémunération pour développer une équipe en multiniveau. Non, il faut qu'il soit quand même un peu statisticien. Alors, 5 années sont vraiment nécessaires pour tester sur le terrain un plan de compensation. La question est de savoir en fait si un tel plan ne promet pas plus de commissions que la compagnie peut se permettre de reverser, parce que ça on l'a vu à maintes reprises. Il y a des entreprises qui démarrent, elles ont fait des simulations sur tableur de leur plan de rémunération et on s'aperçoit qu'au bout de quelques années elles doivent payer bien plus d'argent qu'elles ne le pensaient, et c'est là encore où je fais remarquer que les compétences d'un statisticien sont effectivement importantes. Alors, aux USA, des organismes fédéraux d'ailleurs épinglent régulièrement des entreprises suspectées de posséder moins d'avoirs disponibles que de commissions à devoir, et ni une ni deux d'ailleurs, elles sont autoritairement fermées par l'administration. On ne peut pas en dire autant d'ailleurs en France, mais bon, c'est un autre débat. En même temps, pour attirer des leaders ou des profils d'entrepreneurs à haut potentiel, un plan de rémunération doit être attractif. Alors beaucoup défendent donc l'intérêt majeur d'un plan de rémunération, on va dire topissime, d'ailleurs certains célèbrent le leur comme le meilleur du monde, pour choisir une marque à distribuer en MLM. Alors rien n'est plus faux, comme on le verra par la suite. Autrement dit, le choix d'un plan de rémunération pour faire le choix d'un MLM n'est pas le meilleur choix. C'est utile cependant d'examiner celui qu'on vous agite devant les yeux, car tous les plans de compensation ne se valent pas. Toutes les sociétés MLM vous disent que de crapaud, vous deviendrez prince grâce à leur plan de rémunération. Il est vrai que chacune a le sien, avec ses paillettes, ses spécificités. Mais il est judicieux de garder la tête froide. En tout et pour tout, il n'existe, retenez-le bien, que 3 types de plans de rémunération. En dépit de l'ingénierie, en dépit des nombreuses variantes qu'on pourrait rencontrer. Naturellement, ces 3 modèles possèdent leurs avantages, leurs inconvénients, et certaines sociétés, qui sont d'ailleurs très peu nombreuses, ont eu l'idée assez géniale de mixer ces 3 modèles. Elles sont pas nombreuses, hein. Elles mixent ces 3 modèles en gommant le plus possible les inconvénients des 3. Alors, ces familles de plans de rémunération sont les suivantes. Vous avez ce qu'on appelle les organigrammes linéaires, l'organigramme binaire, qui est un deuxième type de plan, et puis la matrice forcée. Alors, c'est quoi l'organigramme linéaire ? Vous savez, c'est dès que vous parrainez quelqu'un, vous ouvrez une lignée. Voilà, une lignée dans laquelle il va y avoir des personnes qui se parrainent les unes après les autres. Il existe donc un nombre illimité de lignées sur lesquelles vous pouvez gagner des commissions. En revanche, si une lignée possède un nombre illimité de niveaux, on l'a vu précédemment, vous êtes quand même rémunéré sur un nombre restreint de niveaux. Donc vous gagnez de l'argent sur un nombre illimité de lignées, mais sur un nombre limité de niveaux. Le second type de plan de rémunération, le binaire, prévoit 2 lignées maximum en fait. Voilà, vous êtes rémunéré sur 2 lignées maximum. Alors évidemment, c'est le modèle type, hein, on ne va pas rentrer encore dans les variantes. Si donc vous parrainez un 3e filleul, ou plus d'ailleurs, le système va le positionner sous quelqu'un d'autre à l'intérieur de l'une de ces 2 lignées, puisqu'il ne peut pas y en avoir plus de 2. Cela produit une dynamique rapide de construction de lignées, et le critère de rémunération retenu n'est plus le nombre de niveaux, ni par conséquent le nombre de lignées, et en général, c'est la lignée des 2 qui a le chiffre d'affaires le plus faible qui va servir de base de calcul, et parfois indépendamment du nombre de niveaux. Quant à la matrice forcée, elle limite également le nombre de lignées, mais au-delà de 2, on peut en avoir bien plus de 2, et réduit également le nombre de niveaux. Ça ressemblerait à un damier de jeu de dames avec des cases vides, des cases pleines, et quand quelqu'un entre dans le jeu, le système le place dans une case qui est libre, et dès que le damier est rempli, vous gagnez des primes ou des commissions. Alors, selon les sociétés, chacun de ces modèles, je l'ai déjà dit, de ces modèles de rémunération possède son lot de variantes, de nuances. Je ne m'attarderai pas à les détailler. L'essentiel est de ne pas s'empêcher de choisir une société MLM parce que son plan de compensation est moins avantageux qu'un autre. Bien d'autres indicateurs sont à tester avant de jeter son dévolu sur une marque de produit. En particulier, étudier les statistiques de rémunération publiées par la marque apporte un intéressant éclairage. Et si elle n'en possède pas, c'est mauvais signe. Enfin, un classement des plus hauts revenus de la profession peut aider à se faire une idée du potentiel financier en consultant le désormais célèbre site businessforhome.org.
Alors vous le savez bien, dès qu'il est question d'argent ou d'en gagner davantage, la discorde n'est pas loin. C'est donc utile de bien appréhender la psychologie des détracteurs de notre métier et c'est le point numéro 5. Parlons un peu des détracteurs. Alors c'est bien connu, quelqu'un se lance dans un projet, aussitôt des gens se lèvent pour le casser. Ce n'est pas inhérent au MLM, c'est vrai partout. En général, l'entourage proche est en bonne place pour saccager un rêve de changer de vie. Et saccager, je peux vous dire, le mot est faible. Souvent, c'est parce que c'est un instinct de protection qui les anime, mais les résultats sont là quand même. Alors, moi, je ne peux pas m'empêcher de rire quand un candidat m'annonce ma femme ne veut pas que je travaille dans cette activité. C'est un peu comme s'il me disait ma mère ne veut pas. Alors, ce qui me tue, ce sont les conjoints que je trouve pires que les conjointes. Certaines femmes ont du mérite, franchement, à s'affirmer face à leurs briseurs de rêves de mari, tantôt tueurs de projets, tantôt détracteurs névrosés, tantôt je sais tout et tais-toi. Il y a aussi les bons amis qui se révèlent de bons ennemis, car ils ne conçoivent pas que vous réussissiez là où ils ne pourraient jamais. Alors, un des prophètes du marketing mondial, qui s'appelle Guy Kawasaki, recommande de ne jamais solliciter l'avis d'un homme pour étudier votre projet. Si vous avez un projet de création d'entreprise, il vous dit surtout pas. Interrogez plutôt des femmes, va-t-il vous inviter à faire. Alors, parce qu'il y a comme une pulsion de mort dans l'inconscient masculin. C'est sa théorie, mais je la trouve intéressante, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Dans une de mes anciennes vies, figurez-vous que je travaillais pour le compte d'un cabinet conseil et spécialiste de la création d'entreprise. Et son directeur se rendait dans la famille du créateur avant de le chaperonner, c'est-à-dire qu'il voulait apprécier avant d'accompagner son futur créateur d'entreprise, il voulait apprécier le degré de bienveillance, ou d'hostilité d'ailleurs, dans l'entourage familial. Alors bien que je juge cette démarche un peu extrême, il faut bien le reconnaître. Si vous aviez de quoi écrire un livre intitulé « J'habite avec des teignes », vos chances de vous lancer avec succès sont vraiment divisées par 10. Par conséquent, dans le monde de la création d'entreprise, les besoins se situent autant dans la psychologie que dans les financements. Alors avec le MLM, vous rajoutez dans la difficulté, c'est pire. Parce que là où vous rencontrez de vives oppositions, dans un classique projet de création, en MLM, vous êtes catalogué dans la famille des dissidents. Alors je l'ai déjà dit plus haut, après 9 années d'expérience dans le métier, moi j'observe que 90% des personnes, hors profession, sont totalement profanes et inaptes à dire, à définir, à caractériser ce que c'est qu'un MLM. Et ce qui est normal et légitime, puisque la compréhension du mode de rémunération relève de l'ingénierie. Donc, ce qui n'est pas évident devient compromettant. Voilà, c'est pas plus bête que ça. Alors, le marketing de réseau aussi, c'est une incitation à développer sa vie sociale. Ajoutons à prendre des risques relationnels. Moi, j'ai vu des tonnes de gens quand même prendre conscience qu'ils n'avaient pas d'amis. Leur cercle de relations n'était que cela, des relations. Alors, pour certains, c'est un choc. Il arrive qu'ils en imputent d'ailleurs la responsabilité au marketing de réseau et vont donc colporter, c'est pas systématique, je pense à certains, qu'ils sont brouillés avec leurs amis à cause d'une maudite société MLM. David Duchemin, qui est un marketeur de réseau très présent sur le web, nous alerte aussi sur un autre phénomène. Beaucoup de gens entrent dans notre profession avec cette idée absolument étrange, saugrenue, qui deviendront millionnaires sans rien faire. Parce qu'ils pourraient parrainer un tel qui possède un gros carnet d'adresses, bingo, à nous la belle vie. Et s'ils n'y parviennent pas, ils abandonnent l'activité. En moyenne, ils baissent les bras au bout de 3 refus. David les appelle les joueurs de loto. Et ils sont nombreux. Très nombreux. Alors pourquoi sont-ils aussi nombreux? Il y a plein de raisons. Je pourrais vous en donner plein, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Je vais vous en donner une en tout cas, qui me semble la plus importante. C'est qu'en MLM, le ticket d'entrée est très faible. Ça varie de 0 à 300 euros. Voilà. Et puis en plus, comme il y a une possibilité légale d'être remboursé durant un an, le risque financier il est nul. Il n'y a pas de risque financier. Cela attire massivement plus de monde, par exemple, que la franchise commerciale, qui par bien des aspects ressemble à notre profession d'ailleurs, et laquelle franchise commerciale facture un ticket d'entrée moyen de 20 000 euros. Et c'est à fond perdu, c'est-à-dire que si vous arrêtez au bout de 3 mois, les 20 000 euros, vous les récupérez pas, ils sont perdus. Et en plus, vous achetez rien, ce sont que des droits d'entrée. Donc vous voyez, on a moins de gens qui vont rentrer dans la franchise commerciale qu'on en aurait en MLM. Autrement dit, en MLM, on a un nombre incroyable de personnes qui n'ont rien à y faire, et il faut le dire,
Et c'est donc de notre responsabilité, à chacun d'entre nous, de mieux sélectionner les gens ou de dire la vérité vraie. Le marketing de réseau, c'est juste un métier comme un autre. Sixièmement, parlons de la nouvelle économie et des nouveaux MLM. Notre époque actuelle, vous savez, elle aurait des traits communs avec le XVe siècle. C'est un certain Michel Serres qui nous dit ça. Et plus qu'un changement de société, la Renaissance, le XVe siècle, fut un ébranlement de civilisation. Internet nous a placés sous le signe de la transformation des usages avec la même intensité. Alors avec en prime une accélération permanente, le nouveau monde d'aujourd'hui jette dans la confusion des millions de gens. Nous pourrions presque dire que le monde est entré dans une nouvelle dimension. Penser autrement, cultiver un autre regard, travailler à contre-courant, observer les révolutions en cours, sociétales, économiques, technologiques, tout ça, ça évoque les changements actuels. En prendre conscience peut aider à se dégager d'une impression de chaos. Ce que raconte cette actualité interpelle les marketeurs de réseau, nous interpelle bien, parce que nous, on l'annonçait déjà dès les années 60. Les tenants de la nouvelle économie n'ont que ces mots à la bouche. Économie de partage, économie circulaire, circuit court, travail et entrepreneuriat collaboratif, marketing participatif, modèle à revenus partagés, scalabilité, etc., etc. Or, le marketing de réseau, c'est tout ça à la fois. Quand Uber utilise, vous savez, la célèbre société Uber utilise le véhicule personnel de ses chauffeurs, quand Airbnb utilise le logement des propriétaires, quand Facebook utilise les données personnelles de ses utilisateurs, pareillement, le marketing de réseau se sert de votre relationnel. En France, un des moments les plus noirs, on est toujours à parler des détracteurs, un des moments les plus noirs de l'histoire du développement personnel fut de classer dans les activités sectaires quiconque ouvrait une salle de yoga. C'était au début des années 80, je me souviens, sur les grandes ondes d'une radio nationale. Je me souviens d'un expert qui doctement, vraiment très savamment, déclarait honteux le travail pédagogique de la société Amway parce qu'elle faisait des formations en développement personnel. Alors, depuis, les choses ont bien changé. Un grand nombre de formations sur la performance au travail inclut un volet de travail sur soi. Et les entrepreneurs sont légion, sont très nombreux, ceux qui prônent un nécessaire cheminement personnel avant de connaître le succès. En cela aussi, les marketeurs de réseau avaient tort d'avoir raison avant l'heure. De toute façon, et dans la profession, c'est une habitude de former les signes avant-coureurs de la modernité. Ces produits sont là pour nous le rappeler. C'est-à-dire les produits ou les services. Ils sont innovants ou de haute qualité, ils sont intelligents, curieux, originaux et même souvent brevetés en exclusivité mondiale. Le bouche à oreille en dépend et l'enthousiasme des distributeurs aussi, ce qui tape sur les nerfs d'ailleurs de certains qui ont du mal à comprendre autant d'excitation. Et il est vrai que les sociétés de vente directe développent des trésors d'ingéniosité pour maintenir l'excitation. Certaines vont jusqu'à remettre en cause les normes d'un secteur en entier. Je pense par exemple à la société Nuskin qui a par exemple inoculé tout un nouveau vocabulaire dans l'univers de la cosmétologie. Dans les congrès scientifiques du secteur, on parle de cosmétogénomique, d'épigénétique cutanée, de produits épigénétiques, parce que les chercheurs de cette société ont découvert un grand nombre de gènes responsables du vieillissement cutané et savent comment les réinitialiser, preuve clinique à l'appui. Du coup, les grands noms de la cosmétique mondiale investissent massivement dans le génie génétique pour rattraper le retard. Donc là, je vous parle d'une société, j'aurais pu vous parler d'autres sociétés qui bougent leur secteur avec la même intensité. D'autres sociétés aussi cassent les codes en inventant des services singuliers. Je pense par exemple à la start-up toulousaine Aequitas. Et enfin, comment ne pas mentionner les MLM dits d'investissement. Alors, je pourrais aussi faire je pourrais écrire tout un article là-dessus. Je ne vais pas trop m'étendre, mais on ne peut pas ne pas les mentionner. Il défraie quand même la chronique, et la question reste posée, est-ce que ce sont des mutants ou est-ce que ce sont des brigands ? Parce que 90% de ces sociétés financières sont accusées quand même de déguiser des chaînes de Ponzi. D'ailleurs, peu d'entre elles sont présentes quand même sur le territoire des États-Unis, parce que c'est un territoire juridiquement inhospitalier au concept frelaté de certains MLM. Donc, comment mettre la main sur un concept d'affaires bien comme il faut ? Et c'est notre 7e point, comment en effet choisir le bon projet MLM. Alors, je vais vous dire, moi je connais des leaders qui contestent au MLM sa classification dans la catégorie vente directe. Parce que pour eux, créer des réseaux de consommateurs associés, c'est un autre métier que celui de la vente directe. Cela conduit en fait à faire du parrainage
il faut quand même le dire, l'activité principale. Et puisque le parrainé est également un client, cela suffit à dégager du chiffre d'affaires. Dans ce schéma, il n'y a que des distributeurs, très peu de clients ordinaires, c'est-à-dire libres d'une obligation de parrainage. C'est un sujet qui est continuellement débattu dans notre métier et même juridiquement. Et c'est débattu juridiquement surtout, parce que c'est comme limite. Et même la loi américaine en parle dans ses textes en vigueur. Alors la place ici nous manque pour en discuter maintenant, mais cela soulève quand même un problème de fond parce que ça se rapporte finalement à ceci. C'est comment on bâtit le réseau qui soit le plus grand possible. Si vous aviez donc besoin d'un nombre réduit de critères pour choisir une bonne marque MLM, moi je vous en fournirai 5 et pas un de plus. Il s'agit même de 5 indicateurs éliminatoires. Un seul ferait défaut et laissez tomber l'affaire. Alors notez-les bien, il s'agit de la société, son équipe de direction en fait, les produits, le deuxième critère, le plan de rémunération, le troisième, les valeurs, quatrième, et ensuite les méthodes de travail, c'est-à-dire comment on gagne de l'argent concrètement, comment on construit un réseau. Alors, en leur affectant un coefficient de pondération, la société aurait 1. Pour évaluer les produits comparés aux autres indicateurs, on donnerait un coefficient 3. 3 également pour le plan de rémunération, comptez 4 s'agissant des valeurs, et enfin un coefficient 5 pour les méthodes de travail. Donc il est assez clair que la méthodologie qui conduit à bâtir un réseau l'emporte sur tous les autres critères. Un réseau se compose à la fois de clients et de distributeurs, s'il était besoin de le rappeler. Avec un coef 5, plus la méthode est floue et ardue, plus la note globale finalement de l'évaluation du projet chute. C'est dire l'importance accordée à la recherche de prospects. Avant de vous lancer, il est crucial de calculer avec quelle prévisibilité vous allez gagner des clients. Mais ne vous laissez pas dévitaliser par le souci de trouver tout cela compliqué. Un autre bon critère est de tout simplement vérifier l'appartenance de la société cible à une fédération professionnelle réputée. En France, la FVD est un gage de fiabilité compte tenu des contraintes pour en devenir membre. Alors nous allons conclure. Alors, la conclusion, vous savez, selon moi, entreprendre est une vraie émancipation. Mais le salariat n'est pas une incarcération. Moi, je trouve un peu inélégant, vraiment pas sympa, de taper sur les salariés qui ne franchissent pas le seuil de l'entrepreneuriat. Et je suis également contre l'idée d'en faire un argument de recrutement. Chacun est libre de trouver son épanouissement là où il veut. Quoi qu'il en soit, réfléchir à des hypothèses de création d'entreprise va dans 4 directions, et vous pourrez chercher, il n'y en a pas une 5e. La première direction, c'est qu'on crée, à partir de rien, une affaire. La deuxième direction, c'est qu'on rachète carrément une affaire existante. La troisième, eh bien, on achète une franchise commerciale, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Et puis la quatrième façon, on s'adosse à une société MLM qui a tout pensé pour vous, la logistique, les produits, la rémunération de vos équipes, etc. Donc à l'évidence, le rapport non pas qualité-prix mais sécurité-gain est le plus fructueux dans le marketing de réseau multiniveau. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de cet article, et puis je n'oublierai pas non plus de rappeler que vous pouvez télécharger le pack spécial Qu'est-ce que le MLM, si vous voulez vraiment être incollable pour expliquer le marketing multiniveau, si vous souhaitez accélérer la prise de décision de vos prospects, en tout cas la faciliter grandement, vous allez trouver des vidéos, des PDF, le dossier Que choisir sur la vente multiniveau, le rapport du Crédoc sur les entreprises multiniveau et plus encore, et profitez-en, je vous l'offre.